Je sais bien qu'il y avait une intervention et une question, mais je vais quand même d'abord répondre à l'intervention avant de répondre à la question. C'est parce que je ne suis pas sûr d'avoir tout compris de l'intervention, parce qu'avec la traduction, c'est pas toujours simple, mais je crois avoir compris à la fin. Tu as dit, les parents, aujourd'hui, sont demandeurs d'une école qui prépare, qui soit celle qu'on a critiquée ici, une école qui prépare leurs enfants à être compétitifs sur le marché du travail. C'est ce que demandent les parents. Je sais que ce n'est pas facile, ce que je vais vous demander maintenant, mais je crois qu'il faut avoir le courage d'expliquer aux parents qu'il y a une contradiction entre leurs attentes individuelles et leurs intérêts collectifs. Les riches, ils ont souvent des contradictions entre leurs attentes individuelles et leurs intérêts collectifs. J'y reviendrai si vous voulez par après. Mais les parents, aujourd'hui, tous les parents, et en particulier les parents des enfants de milieux populaires, ont une contradiction énorme entre leurs intérêts individuels et leurs intérêts collectifs. Je m'explique. L'adéquation entre l'école et les besoins ou les demandes du marché du travail. L'idée, je vais faire en sorte que ma formation réponde le mieux possible à ce que demande le marché du travail. C'est une idée qui marche très bien sur le plan individuel. Je dirais même que c'est la seule stratégie possible sur le plan individuel. Sur le plan individuel, chaque parent va essayer de faire en sorte que ses enfants à lui soient aussi bien formés que possible en fonction des besoins du marché du travail pour maximiser leurs chances sur ce marché du travail. C'est une stratégie porteuse, c'est même probablement la seule stratégie porteuse. Et je vais être très franc et très clair, cette stratégie porteuse, chacun d'entre nous, avec ses propres enfants, la poursuit. Moi aussi, mes enfants, j'ai essayé de les mettre dans une école qui est aussi bien que possible, et j'ai aussi essayé de les orienter et de les guider et de faire en sorte qu'ils obtiennent un diplôme qui leur donne quand même un peu accès à quelque chose sur le marché du travail. On a tous fait ça, comme parents. Mais cette stratégie qui fonctionne sur le plan individuel devient complètement contre-productive quand on en fait une politique éducative. C'est-à-dire quand on passe du discours « je vais essayer que mes enfants soient aussi adaptés que possible, mieux adaptés que possible au marché du travail », quand on passe à un discours macroéconomique qui dit « je vais faire en sorte que le système d'enseignement soit aussi adapté que possible à l'ensemble du marché du travail ». Pourquoi ça devient contre-productif ? Parce que vous aurez beau transformer l'école pour l'adapter à ce que demandent les patrons, ce n'est pas ça qui va créer de l'emploi. Ce n'est pas, quand vous avez 100 jeunes qui sortent du système d'enseignement et qu'il y a 80 emplois disponibles pour ces 100 jeunes, qui sont ceux qui vont obtenir les emplois et qui vont ceux qui vont se retrouver au chômage ? Statistiquement, le plus probable, c'est que ceux dont la formation répond le moins bien aux attentes du marché du travail vont se retrouver au chômage. Ça montre l'efficacité de la stratégie individuelle. Mais si vous formez mieux tout le monde, mieux entre guillemets, en fait pour moi ils sont moins bien formés, mais si vous les formez mieux en fonction de ce que demande le monde du travail, le monde patronal, vous aurez toujours 80 emplois disponibles pour 100 jeunes qui sortent du système éducatif. Et vous allez peut-être changer le rapport de chance des uns et des autres dans l'accès à l'emploi, mais vous n'allez pas réduire le nombre de chômeurs. Au contraire, parce que l'adéquation école-entreprise, elle a quoi comme effet macroéconomique ? Parce qu'elle a un effet macroéconomique, sinon les patrons ne la demanderaient pas. Elle a un effet macroéconomique. Quel est cet effet macroéconomique ? Il est de deux ordres. Le nombre de travailleurs parmi lesquels les patrons vont pouvoir choisir à l'embauche devient plus grand. Et si le nombre de travailleurs devient plus grand, ça veut dire que la pression vers le bas sur les salaires, sur les conditions de travail, augmente
En d'autres mots, on met davantage les travailleurs en concurrence, en compétition entre eux, et donc le patron peut faire plus de pression vers le bas sur les salaires, sur les conditions de travail. Ça, c'est une conséquence macroéconomique, c'est-à-dire c'est une baisse du salaire réel global de la classe ouvrière. La deuxième conséquence macroéconomique, c'est que si le patron peut embaucher des travailleurs qui sont plus flexibles, c'est-à-dire plus rapidement et plus constamment utilisables en entreprise, dans les postes où ils sont utilisés, qu'est-ce qu'il augmente? Il augmente sa productivité. Et augmenter la productivité, ça veut dire produire davantage avec moins de main-d'œuvre. Et comme le volume global de production ne peut pas augmenter pour les raisons qui ont été évoquées au début, parce que nous ne sommes pas en période de croissance, produire davantage avec moins de main-d'œuvre, ça veut dire, au solde de tout compte, réduire le nombre de travailleurs et augmenter le chômage. L'adéquation, tout le processus d'adéquation école-entreprise, comme l'ensemble d'ailleurs de toutes les mesures qui sont prises pour augmenter la compétitivité des entreprises, a comme résultat macroéconomique d'augmenter le chômage et d'agrandir les effets de la crise. C'est ce qu'on voit depuis 30 ans, et c'est ce qu'on va continuer de voir aussi longtemps qu'on poursuit cette politique. C'est ça qu'il faut expliquer. Je sais que c'est pas facile à expliquer ça aux parents, mais c'est ça qu'il faut leur expliquer. Il faut leur dire, bien sûr que vous, individuellement, on comprend que vous fassiez ces choix-là, mais nous, comme responsables syndicaux qui pensons un système éducatif, qui pensons aux réformes d'un système éducatif, nous ne pouvons pas tomber dans le piège de vous faire croire, ou de croire nous-mêmes, que, en adaptant tout le système d'enseignement aux attentes de l'économie, on va résoudre le problème du chômage, parce que ce n'est pas vrai. Ça ne va avoir aucun impact positif, au contraire, sur le chômage, sur le volume de l'emploi, etc. Je ne sais pas si c'est clair comme réponse. Il faut tenir ce discours-là aux parents. Il faut avoir le courage de le tenir et de leur dire, on comprend très bien les choix que vous faites individuellement, mais ne nous demandez pas de faire collectivement les mêmes choix, parce que ce serait contre-productif, c'est une mauvaise stratégie. L'autre question, elle est plus difficile évidemment. Quels sont les modèles alternatifs? Moi, j'ai pas un modèle alternatif. Hein. J'ai expliqué à la fin, mon modèle alternatif d'abord c'est celui-là. Mon modèle alternatif d'abord c'est de se mettre d'accord sur à quoi sert l'école. La première mission pour moi de l'école, et quand je dis l'école, je veux dire l'enseignement pré-primaire, l'enseignement primaire et les premières années de l'enseignement secondaire. La première mission de l'école, pour moi, ce n'est pas de faire en sorte que la société soit reproduite dans ses fondements sociaux, dans ses fondements idéologiques, dans ses fondements économiques, mais c'est au contraire de créer les conditions d'une transformation de cette société. La première mission de l'école, c'est celle-là. Alors, je sais bien que c'est du wishful thinking, hein, c'est rêver d'imaginer qu'on aura une école qui fait ça. Mais quand on una escuela así, pero si tenemos esa idea en mente, si pensamos en la escuela como institutora de una ciudadanía crítica de cara a la sociedad, a partir de ahí tendremos respuestas a todas las preguntas relativas a la organización de la enseñanza, su estructuración, su financiación, sus contenidos, el saber, las competencias y las prácticas pedagógicas. Según los países, las prioridades son diferentes y no conozco bien el País Vasco, Navarra ni España para poder decir cuáles serían nuestras prioridades, pero en varios países las prioridades son la fractura social. En Bélgica es la prioridad, porque Bélgica, como Francia, es el campeón del mundo de la desigualdad social en la escuela. España está mejor a ese nivel. No tengo aquí los datos, pero os lo podría demostrar. Los dos países donde la desigualdad escolar es mayor es Bélgica y Francia. Y nosotros consideramos que la causa principal es la selección precoz
Vosotros tenéis un tronco común hasta los 16, en nuestro caso es hasta los 12, 13 años, es 12 años. A los 12 años entran ya los niños en escuelas de formación técnica, profesional o general. Hay una selección precoz y que rápidamente se convierte en selección social, porque los niños de clases superiores van a nivel superior y los otros en formación profesional. Y luego nosotros no tenemos ninguna forma de regulación de los alumnos en las escuelas. Tenemos dos redes de enseñanza pública-privada que comparten al 50% en el sur del país, pero no en el norte, donde hay 70% de enseñanza católica privada. Y esto son factores de segregación, de desigualdad. Nosotros, en nuestro programa, o sea, la asociación a la que participo, llamada Para una Escuela Democrática, lo que defendemos es un tronco común hasta los 16 años y poner fin a lo que los economistas llaman el casi mercado escolar. O sea, escuelas en competición en un mercado y padres que tienen la libertad de elegir la escuela que quieren. Y también hay cosas a nivel contenido pedagógico que podemos hacer. Ya he hablado de la orientación por competencias. Pienso que eso constituye un empobrecimiento de la enseñanza. Es su dimensión de comprensión de los conceptos y de conceptualización. El enfoque por competencias pretende únicamente ser eficaz con el saber, no pretende controlar la comprensión de los conceptos que están a la base de ese saber. Y así es como pienso que ese enfoque por competencias vacía la enseñanza de una dimensión de emancipación y de apertura de mente, de iniciación a la capacidad de pensar. Y yo pienso que hay que reflexionar sobre la práctica pedagógica que queremos. No hay que ver la imagen caricatural del pasado, y digo entre paréntesis porque no lo era tanto, pero esa imagen que tenemos de una enseñanza donde el maestro llega con su saber, que rellena la cabeza de los niños, que se lo tragan y lo restituyen como tal. Bueno, digo que es caricatural porque yo he tenido profesores que tenían un enfoque mucho más inteligente y que no era una enseñanza tan mala, pero también he tenido este tipo de profesores. La respuesta es, de forma muy amplia, recurrir a pedagogías, a didácticas constructivistas, es decir, entender como enseñante que todo saber, todo conocimiento es el producto, el resultado de un proceso de construcción de saber. Y que si queremos que el niño alcance el dominio de los conocimientos teóricos, tenemos de una forma u otra hacerle atravesar un proceso de reconstrucción de conocimientos. Las pedagogías Freinet, por ejemplo, o Montessori, o de Crowley. Pedagogías que colocan al niño en una situación
en la que tiene que descubrir por sí mismo la necesidad de nuevos conceptos y nuevas teorías, donde con la ayuda de un adulto tiene que recorrer un proceso de reconstrucción de los conocimientos y del saber, son para mí buenas pedagogías, buenas prácticas. No lo he mencionado antes porque no era el tema, es una de mis mayores críticas contra el enfoque por competencias. Al principio, cuando se implantó hace mucho tiempo, en los años 2001-2002, cuando se empezó a aplicar esto en Quebec, en Suiza y en Bélgica, los 3 primeros países que aplicaron este enfoque por competencias, se nos presentó como una declinación moderna del constructivismo pedagógico aplicado por Freinet y otros pedagogos. Y nos dimos cuenta que no era eso, que era todo lo contrario, porque en un planteamiento, bueno, ahora va a ser técnico, espero que me lo traduzcan bien, en un enfoque constructivo, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es dominar un saber, construir un saber. El conocimiento es el objetivo de mi planteamiento. Y el trabajo autónomo, el trabajo en grupo de los alumnos es solo un medio para alcanzar ese objetivo, que es el dominio de un saber, de unos conocimientos. El enfoque por competencia se hace lo contrario. El trabajo de los alumnos en clase no es construir un saber. Su trabajo es aprender a utilizar un saber con el fin de realizar una tarea. Es decir, en lugar del conocimiento, del saber, está completamente transformado en un enfoque de constructivismo. El saber es el objetivo del planteamiento. La escuela sirve a aprender, sirve a transmitir saberes, y en un enfoque de competencias el saber se reduce a simple herramienta, es solo un instrumento. Y no es una moda tecnológica. Cuando se dicen los programas de orientación por competencias, bueno, el saber los alumnos pueden ir a buscarlo en Internet, incluso aprender en casa. No sé si es una moda aquí, pero hablamos mucho de escuela inversa. La escuela donde los conocimientos teóricos los alumnos los estudian en casa y luego en la escuela se aprende a utilizarlos. Y se presenta como un progreso maravilloso pedagógico, pero no lo es. Es un retroceso pedagógico. Porque ahí donde precisamente la acción del enseñante debería ser esencial, donde la acción del maestro es esencial, es precisamente en el acompañamiento del niño, en la construcción de nuevos saberes. Los que escriben esto nunca han leído a Vygotsky, que explica muy bien que el papel esencial que el adulto tiene un papel esencial en la construcción del saber. Bueno, podría estar hablando durante horas, pero sería otra conferencia. Bueno, quiero concluir. Lo que he querido mostrar es que los modelos alternativos implican una visión de la escuela, y a partir de esa visión hay que reflexionar en estructura, y la reflexión será diferente en función de los países, en base a los problemas existentes. Dependerá de los contenidos que queremos enseñar, qué saberes hay que enseñar. Por ejemplo, la historia, la geografía, para mí es algo esencial. Me niego en esa escuela que se basa sobre esas competencias de base. Saber tecnológico. Hoy estamos produciendo analfabetos tecnológicos, gente que no sabe cómo se producen las riquezas que consumen todos los días. Utilizamos un ordenador, agua potable, pero ¿quién sabe de dónde viene el agua potable? ¿De dónde vienen los ordenadores?
que hay en ese ordenador. Se aprende a utilizar los programas de Microsoft, pero no se sabe nada del interior de esos programas. Estamos produciendo analfabetos tecnológicos, gente que no entiende, que no sabe de las bases tecnológicas, de las relaciones de producción de la sociedad en la que viven y por lo tanto no pueden entender su impacto en las relaciones sociales. Son incapaces de pensar en una sociedad futura porque no saben cuáles son las potencialidades actuales y pensar en una perspectiva de sociedad diferente. Pensar en alternativa de escuela, en un contenido general y politécnico, donde la dimensión politécnica forme parte de la cultura general. Es algo que me parece esencial. Bueno, tenía más cosas que decir. Estamos muy a gusto escuchando a Nico Hirt.